En matière de relations internationales, de géopolitique, est-ce que lorsque vous êtes arrivé en politique, vous aviez des convictions bien affirmées? Un de mes regards n'a pas changé depuis cette époque, depuis la première fois où je me suis intéressée à la politique. Encore dans les années, en 91, j'ai été contre, publiquement le démantèlement de la Russie. Donc depuis l'histoire de la Russie, plusieurs fois, la Russie s'est désagrégée à plusieurs fois, cette fois-ci, moi j'ai même trouvé la raison pourquoi les empires coloniaux se désagrègent et les empires continentaux arrivent à se reconstruire même après la désintégration. Par exemple, l'empire de Karl Ier, aujourd'hui, est reconstitué dans le format de l'Union européenne. Ces partis qui ne sont pas entrés dans l'empire Karl I, ils se sentent étrangers, corps étrangers à cette communauté européenne. Alors justement, la position, qui est la vôtre, Russie juste, sur l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est partie, composant justement, la Russie de toujours ou pas? Moi, je considère non seulement l'Ukraine, une partie de la Russie, mais aussi les Ukrainiens, partie du peuple russe. J'ai vu j'ai vu beaucoup, de différences, d'ethnie au sein des Russes même. Par exemple, les gens de Poltava sont différents, d'habitants de Smolensk et ils sont pas, plus différents que, d'Arkhangelsk, d'habitants de Samara. Ils sont tous le même peuple, au même titre que c'est un seul et même peuple d'Hambourg ou de Vienne, c'est toujours le même peuple. Ou par exemple, de Marseille ou de Bruxelles. Et ce que la division politique ne correspond pas forcément avec la division ethnique, c'est normalement, ça se termine souvent rapidement. Je comprends pourquoi en 1831, la Bretagne les a séparés et les a appelés le royaume de Belgique, pourquoi elle devait défendre ce qui était le plus pratique pour elle pour faire les descentes en Bretagne, pour que un autre pays plus fort prenne le contrôle sur ces ports. Mais depuis, le monde a changé tellement que les causes des époques importantes aujourd'hui sont ridicules. Et votre approche de l'histoire, on voit que l'Occident, pareil, change l'histoire quand ça l'arrange. On le voit avec le woke, par exemple. Et ce révisionnisme historique, qu'est-ce que vous en pensez lorsque, par exemple, on exclut la Russie et l'Union soviétique de la victoire, de 1945? Le révisionnisme est inévitable parce que quand on a les faits qui sont très importants et nous sommes toujours obligés de choisir sur quoi se concentrer et que mettre de côté et ne pas faire attention. Mais cela, c'est uniquement pour les recherches nouvelles. Mais quand on parle de ce qui s'est déjà passé, de ce qui a déjà eu lieu, nous pouvons compléter la liste des participants au fur et à mesure de nouveaux faits. Mais nous ne pouvons pas exclure ceux qui ont déjà été faits et posés. Je ne sais plus qui a dit ça. On peut remettre en question une opinion, mais pas les faits. Mais maintenant, on voit bien qu'on peut nier les faits, mais les conséquences vont être toujours très néfastes pour ceux qui s'occupent de les nier. Je ne prends même pas la mesure de dire ce qui attend, ce que va subir l'Union européenne, mais je sais que ceux qui planifient ces faits, ces mouvements, partant de choses incomplètes, va planifier mal et à un moment va tomber sur quelque chose qui va l'empêcher parce qu'il ne les a pas prévus et parce qu'il a mal calculé son coût. Comment voyez-vous le la
la situation et la position de la Russie dans la géographie politique. On a l'impression que la Russie était souvent se projetait vers l'Ouest et, et, et qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Parce que l'Ouest rejette la Russie qui se projette dans l'Eurasie, vers la Chine, vers l'Orient. Mais c'est évident, c'est naturel. Si on ne peut pas travailler avec nous, on cherche des partenaires ailleurs. C'est inévitable. Mais toute l'histoire du développement de la civilisation russe nous montre que ce qui est naturel pour nous, c'est de rechercher des coopérations, surtout toutes les directions, simultanément. Et c'est pourquoi, dès que l'Union européenne reverra sa propre politique, va voir que nous sommes capables, nous sommes prêts à continuer la collaboration. Mais évidemment, avec une collaboration qui est mutuellement intéressante. Voilà, ce qui est important, c'est mutuellement intéressant. Nous ne voulons pas tirer des intérêts que pour nous, mais évidemment, nous ne permettrons pas, nous ne voulons pas que d'autres tirent des intérêts que unilatéralement, des intérêts sans donner quoi que ce soit de correspondant. Et comment jugerez-vous finalement la société russe sur le plan sociétal, moral? On a l'impression que la Russie, quand elle était soviétique, était plutôt progressiste et qu'elle est devenue, avec le président Poutine, plus conservatrice. Non, nous avons trouvé d'autres possibilités de progrès. Si à l'époque de Yeltsin, on pensait que le progrès est quelque chose qui correspond à une forme d'imitation aux idoles ou maintenant nous ne cherchons plus à imiter, nous mettons en place notre propre modèle, un meilleur modèle capable de conjuguer et qui correspond, voilà, mais évidemment les nôtres. Ça, c'est un progrès également. Mais c'est un progrès avec d'autres éléments qui le mesurent. Et par rapport à cela, est-ce que vous considérez que la réorganisation géopolitique en cours avec les BRICS, par exemple, est inéluctable et que la Russie a renoncé finalement à cette Europe de l'Ouest jugée par beaucoup décadente? Non. Nous voyons d'abord que c'est l'Europe qui refuse de nous parler. Et quand on cherche les causes, nous voyons aussi que l'Europe est en crise interne. Nous pouvons montrer cette crise, les montrer du doigt, mais les surmonter, seulement l'Europe qui doit les surmonter. Au même titre que nous sommes en train de surmonter nos propres crises et de la façon dont on étudie nos capacités, nos nécessités, et pas que ce que quelqu'un d'intelligent nous dit, ça c'est nécessaire et c'est possible. Et en ce qui concerne les BRICS, je vais rappeler, BRICS est une référence, c'est un anglo-saxon, c'est un banalytique. Il a découvert que différents pays, pourtant ils sont différents, mais les croissances sont comparables et se tombent au même moment. Les analystes russes ont vu que tous ces pays, malgré toutes ces différences internes, de la même façon, travaillent avec le monde extérieur. Si donc on travaille de la même façon avec le monde extérieur, pourquoi ne pas trouver un moyen de travailler ensemble? C'est suffisamment intéressant pour que les BRICS se mettent pour provoquer tout un flux de conséquences économiques. Et comme disait Ulyanov, la politique est une concentration de ce qui se passe en économie.